J'ai écouté un podcast de la BBC la semaine dernière qui s'appelle Stalked. Là, je le dis avec l'accent, mais normalement, vous savez ce que ça veut dire stalker quelqu'un ou être stalké avec notre bon accent français. On utilise ce mot très souvent, en tout cas chez les jeunes, mais en fait, dans la vraie vie, le stalking, c'est extrêmement grave et c'est aussi important de remettre les pendules à l'heure pour se rappeler ce que ça implique. Et se rappeler que l'utiliser de manière trop courante, et moi d'ailleurs je le fais, c'est aussi rendre plus difficile la considération des victimes de stalking. Le site Science Direct définit ce terme comme une forme de harcèlement qui peut aller jusqu'à la prédation sexuelle. Stalk, en anglais, veut dire poursuivre furtivement ou traquer quelqu'un ou quelque chose. Initialement, ça vient du langage autour de la chasse, donc traquer un animal, et on verra plus tard que la façon dont on traite les femmes est souvent très très proche de la façon dont on traite les animaux, et vice-versa. En colère. D'après ce site, le stalking désigne un ensemble de comportements indésirables et intrusifs qui sont réitérés à maintes reprises à l'encontre d'une personne spécifique dans le but de la harceler et ou de la menacer et qui peuvent conduire à l'agression physique ou sexuelle, voire à l'homicide de celle-ci. Donc là, on parle d'une forme grave de harcèlement, d'une violation répétée de la sphère privée. C'est une forme de harcèlement qui est très très grave et qui peut prendre plusieurs formes pour le coup, parce qu'initialement, ça peut être digital, mais le stalking peut aller beaucoup plus loin. On peut vous suivre dans la rue. Comme le dit la définition, ça peut conduire aussi à l'homicide de la personne qui en est victime. D'ailleurs, le terme, il est utilisé pour la première fois dans les années 1980 aux États-Unis, selon plusieurs études qui ont été compilées par PubMed. Chez les jeunes adultes et dans différents pays, 25% des femmes, une femme sur 4, et 11% des hommes déclarent avoir subi du stalking au cours de leur vie. Et dans près de 80% des cas, la victime connaît son harceleur. Tout comme dans la majorité des cas, la victime d'un viol connaît la personne qui va la violer. Le stalker, ça peut être quelqu'un qui cherche à établir une relation intime avec sa victime, mais il peut aussi y avoir un désir de vengeance, un désir d'agression, de contrôle de la part du stalker. Ça peut être par exemple un ex, un partenaire qui considère que sa conjointe lui fait pas exactement ce qu'il veut, etc., etc. Et dans une étude européenne publiée par l'université de Cambridge, 87% des victimes de stalking sont des femmes et 86% des stalkers sont des hommes. Donc là, on voit encore une fois que le stalking, c'est un harcèlement qui est genré. C'est pour faire du mal aux femmes, très spécifiquement. Donc, évidemment, même si ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand d'ailleurs, ça arrive surtout aux femmes. Et c'est commis majoritairement par des hommes. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'en parler. Tout comme quand on dit les violences faites aux femmes ou le stalking que subissent les femmes. En fait, remettons quelque chose au cœur du sujet, c'est que certes les victimes sont des femmes, mais surtout les premiers agresseurs sont des hommes. Les violences faites aux femmes par des hommes, elles sont pas faites par n'importe qui. Le stalking que subissent les femmes à cause des hommes. Les viols que subissent les femmes à cause des hommes. Pointons du doigt collectivement les hommes. Oui non, il faut pas dire parce que c'est pas que manana. Les hommes. T'es un homme, je te pointe du doigt. Le groupe des hommes est coupable. Voilà, pas de discussion. Honnêtement, c'est ça. Hein. C'est pas un hasard s'il y a une majorité d'hommes qui sont les auteurs de ce genre de crime. C'est un phénomène qui est profondément genré, qui est lié au rapport de pouvoir, à la domination masculine, à l'idée que le corps, le temps, l'espace des femmes peuvent être appropriés. L'idée selon laquelle la femme appartient à l'homme. L'idée selon laquelle les femmes sont des objets, ou en tout cas tout simplement des propriétés des hommes. Et du coup, quand la femme part, eh bien c'est pas bien, ça veut dire qu'elle trahit l'homme. Et quand une femme, par exemple, parle, quand une femme dénonce, quand une femme pointe du doigt, ça remet en cause la relation de pouvoir entre l'homme et la femme. Le pouvoir, c'est ça que veulent les hommes. Et c'est pour ça que tant d'hommes détestent les féministes, et que là, par exemple, s'il y avait un mec mascu, ou juste un mec qui là, d'un coup, avec ce que je dis, se sent attaqué par ce que je dis, ça veut dire qu'il y aura encore cette relation de pouvoir qui est en train de se jouer, et qu'ils peuvent pas blairer qu'une femme prenne plus de place qu'eux, ou vienne dénoncer
le système dans lequel eux ont le plus de pouvoir. Si ce que je dis dérange, c'est parce que les hommes qui sont dérangés sont problématiques. Je dérange personne qui n'est pas coupable. Tu vois, quand je dis j'emmerde les hommes, les mecs qui n'ont rien à se reprocher ne se sentent pas attaqués. Moi, si tu me regardes et tu me dis j'emmerde les rousses, j'ai dû trouver une comparaison. Je m'en tamponne, je sais que je suis pas rousse. Si je dis j'emmerde les hommes et que ça te dérange, c'est que tu sais que t'es un mec à problème. Mais si un mec dit, parce que là j'anticipe, moi j'emmerde les femmes, là c'est problématique. Ah ouais, pourquoi ? Parce que les hommes ont toujours emmerdé les femmes. Les hommes ont toujours détesté les femmes. La haine que nous on porte contre les hommes, elle fait quoi ? On vous suit dans la rue le soir, nous les femmes, parce qu'on vous déteste ? Je vous envoie des messages pour vous insulter ? Je vous menace de V, je vous menace de mort, je fais quoi ? La misandrie, qu'est-ce qu'elle cause ? Exactement. Quelles sont ses conséquences ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de conséquences graves pour les hommes. Alors que la misogynie, le « moi je suis un homme et je déteste les femmes et j'emmerde les femmes », ça crée de la violence. Ça vous fait juste appartenir à un groupe qui, depuis des décennies, est violent. Parce que la misogynie, elle tue. Parce que la misogynie, elle entraîne des comportements violents. Un homme qui frappe sa femme, un homme qui frappe sa fille, un homme qui fait un commentaire sexiste, un homme qui met une main au cul, un homme qui viole, un homme qui tue. J'en reviens à la série de podcasts que j'ai écoutée qui s'appelle Stalked. Donc on suit l'histoire d'Anna Mossman-Moore, qui est une jeune femme londonienne. Tout ça c'est vrai, hein, c'est elle qui vient raconter son histoire tout simplement. Et elle raconte le stalking qui est absolument infernal, qu'elle a subi pendant 10 ans. 10 ans ! En fait, au début de sa vingtaine, Anna, elle fait ses débuts dans le monde de la mode, dans le monde du luxe, the fashion industry. Elle rencontre un jour un homme qui s'appelle Kin Hong pendant la Fashion Week de Londres. C'est un homme qui est plus vieux, qui est dans la quarantaine à peu près. Ils sympathisent parce que lui est ami avec un de ses amis à elle, et le gars semble connaître absolument tout le monde à la Fashion Week de Londres, et même en dehors de la Fashion Week, il a des contacts vraiment partout. Donc le gars est riche, il se présente comme un fashion buyer, donc si je peux traduire ça, c'est un acheteur de produits de luxe. Kin se place comme le mentor d'Anna, comme une sorte de porte d'entrée dans cette industrie. Et voilà, encore une fois, il a beaucoup de connexions, il emmène dans tous les endroits huppés, des endroits très exclusifs, dans l'industrie de la mode, encore une fois. Et il devient carrément un ami proche d'Anna. Et un jour, je vais pas tout vous spoiler quand même, je vous invite à aller écouter le podcast, Anna finit par couper les ponts avec Kin. À peu près à partir de ce moment-là, le stalking commence. C'est-à-dire qu'elle reçoit des dizaines et des dizaines de mails, de messages avec des informations personnelles. C'est-à-dire que le stalker, visiblement, connaît son adresse, son numéro de passeport. Le stalker se fait passer pour plein de personnes à la fois. Une ex de Kin, une entreprise qui dit que ils vont se charger de son empreinte numérique, etc., etc. Et ensuite d'autres gens qui disent même pas qui ils sont, mais ils viennent juste l'insulter. Out of nowhere, tu vois. Donc, elle bloque ces adresses mail-là. Elle bloque aussi les numéros qui la contactent par WhatsApp ou qui l'appellent. Et en fait, il n'y a rien qui change. Elle finit par changer de téléphone. Il retrouve un nouveau numéro. Ensuite, un jour, elle change d'adresse. Elle décide d'aller vivre chez son père parce qu'en fait, elle a trop peur de continuer à vivre seule dans Londres parce que visiblement, les gens savent où elle habite parce qu'en fait, elle reçoit des courriers chez elle via la poste. Donc, elle déménage chez son père et très rapidement... le courrier arrive chez son père. C'est-à-dire que le stalker sait maintenant qu'elle a déménagé alors qu'elle le dit nulle part. Et en fait, elle continue de recevoir des messages aussi hyper bizarres. Un jour, elle part à l'étranger et elle va se faire les ongles un moment pendant son voyage. Elle ne dit rien à personne sur le fait qu'elle est en train de se faire les ongles. Elle reçoit un message qui dit « super manucure », alors que la meuf ne l'a dit à personne. Et donc, en fait, visiblement, son stalker ou ses stalkers la suivent. Et en parallèle, Kin la contacte en lui disant qu'il peut l'aider, il lui a déjà expliqué que lui aussi avait eu des stalkers, elle y avait cru, mais en fait le gars est juste trop bizarre. Finalement, elle décide d'arrêter d'avoir un téléphone. Là, on est quand même dans les années, 2018, 2019, 2020. Là, tout le monde a un téléphone. Et bon, je vais pas aller vous spoiler
toute l'histoire. Là, je vous ai pas tout spoilé, croyez-moi. En tout cas, c'est une affaire connue. Et ce que je peux te dire, c'est que tout porte à croire que son stalker, c'est en fait une seule et même personne. Et cette personne, ce serait Keane. Cette histoire, elle m'a vraiment marquée parce qu'on considère encore que ce que les hommes peuvent faire en ligne, et même ce que tout le monde peut faire en ligne, c'est pas la vraie vie. Les messages de haine en ligne, c'est pas grave parce que c'est pas la vraie vie. Sauf qu'en fait, on vit dans une société qui est tellement connecté, que notre téléphone, il est presque devenu une extension de nous-mêmes, quoi. Nos appareils, nos réseaux sociaux, c'est notre vie, c'est notre quotidien. On est tout le temps avec nos téléphones, on est tout le temps avec nos réseaux. C'est une partie de qui on est. Désormais, même les employeurs vont regarder nos réseaux sociaux, vont regarder notre empreinte numérique, etc. Donc, si, bien sûr que c'est la vraie vie. Ça nous impacte tout le temps. C'est pas comme à l'époque de nos parents où, par exemple, tu te faisais harceler à l'école, mais tu rentrais chez toi et t'avais plus rien qui t'arrivait. Nous, ça nous suit. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que le stalking numérique a aussi un impact direct et parfois physique. Dans de nombreux cas, on a remarqué que le stalking précédait des violences réelles. Anna raconte par exemple que son stalker se faisait passer pour elle auprès de ses amis, mais aussi auprès de son ancien employeur, en envoyant des messages qui étaient extrêmement dérangeants. Donc des menaces, des propos sexuels, des propos incohérents, en disant à son ancien employeur qu'elle allait porter plainte contre eux. Là, il y a un impact direct. Là, il y a un impact sur ta vraie vie. Le but, c'est vraiment de l'isoler, de la décrédibiliser et de lui faire peur. Et comme je l'ai dit, un stalker peut aussi avoir un impact physique. Il peut vous suivre physiquement dans la rue. Il peut vous faire du mal, il peut vous tuer. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Alice, qui est une jeune fille qui faisait partie du lycée de Anna, qui en fait s'est faite stalker par son ex et ensuite qui s'est faite égorger par son ex dans son appartement, à elle. Si vous me dites ensuite du coup que le stalking n'a pas d'impact, c'est juste que vous êtes sur une autre planète. Il y a une étude qui a été menée par l'Office of Justice Programs aux États-Unis qui montre que le stalking est très souvent un signe avant-coureur de violences sévères. Chez les femmes victimes de féminicide par un partenaire intime, 76% avaient été stalkés avant que le meurtre ne soit commis. Et ça me fait aussi évidemment penser à toutes ces créatrices de contenu, influenceuses, célébrités, artistes, journalistes, qui se font stalker en permanence, qui se font harceler. On part encore du principe que, ouais, c'est le contre-coup logique après avoir décidé d'avoir une vie publique. Comme si, en fait, c'était un contrat implicite, c'est-à-dire, tu veux être visible, alors tu dois accepter la violence, qui peut impliquer ta propre mort. Vous vous entendez ? Vous vous entendez ? Pensez et parler, vous vous entendez bien ? Mais ça va pas ou quoi ? On voit ces commentaires partout. Je veux dire, je les connais même par cœur. Ces commentaires comme « Ouais, mais elle a qu'à pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Si elle est pas capable de supporter les critiques, elle a qu'à se casser. Ouais, mais c'est elle qui a décidé de s'exposer. Elle a qu'à assumer. Mais enfin, elle croyait quoi ?» Mais en fait, dans quelle société on est pour que ce genre de commentaires il soit normalisé et surtout, ils paraissent logiques ? Comment ça se fait que ça puisse paraître logique de dire ce genre de choses et de les penser ? Si t'as une vie publique, tu peux t'attendre, justement parce que t'as une visibilité, à recevoir plus de critiques. Mais recevoir du harcèlement, c'est pas des critiques, c'est du harcèlement. Est-ce que vous savez faire la différence entre une critique et du harcèlement ? Entre une critique et une insulte ? Entre une critique et une menace ? Entre un « je suis pas fan de ce que tu nous as proposé comme contenu, ça me parle pas » ou « je suis pas d'accord avec toi, je trouve que tes opinions, elles conviennent pas trop, je remets en question ci, je remets en question ça, vraiment, je suis pas emballée, j'aurais plus fait ça comme ça ». Ça, c'est une critique. J'aime pas ce que tu proposes. Ça, c'est une critique. Je déteste ce que tu fais, grosse pute. Ça, c'est pas une critique. Je vais te retrouver. C'est pas une critique, ça. T'es moche, t'es comme ci, t'es comme ça. Je vais t'insulter. Je vais te faire une menace de V. Je vais te faire une menace de mort. Ça, c'est pas une critique. C'est du harcèlement. C'est du stalking. C'est un crime. Depuis quand une profession peut légitimer un crime ? Depuis quand ? Vous êtes complètement con ou quoi, là, ma parole ? C'est pas possible. Non, mais, enfin... Toc toc. Non mais je veux dire, avoir un métier, avoir une visibilité ne devrait jamais normaliser
un crime. Et pourtant, l'ampleur du problème reste le même, parce que visiblement, ce que je viens de dire, la plupart des gens ne le comprennent pas. En France, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 200 000 personnes déclarent chaque année être victimes de harcèlement répété. Depuis 2014, le stalking, il est reconnu en droit français à travers le délit de harcèlement moral. En théorie, des messages répétés, une sorte de surveillance sur une personne, des pressions peuvent être punis de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende, voire plus s'il y a des circonstances aggravantes. Vous imaginez bien que, en pratique, les résultats sont quand même très différents. En réalité, les victimes racontent toutes la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont subir du harcèlement, mais les plaintes vont être minimisées. Finalement, il vous a rien fait. Les preuves vont être jugées insuffisantes. Comment vous pouvez être sûr que c'est vraiment lui derrière ce message ? Va y avoir une absence de protection réelle. Il n'est pas encore venu chez vous. Il vous a cambriolé, il vous a frappé. Et ça va généralement faciliter l'auteur de ce délit, qu'est le stalking, à commettre un féminicide. Parce que finalement, la police laisse une porte d'entrée qui est comme ça. Allez-y ! La justice fait la même chose. Allez-y ! Rentrez chez elle. Faites ce que vous voulez d'elle. Continuez, puisqu'on ne fera rien contre vous. C'est beau de dire « Oh oui, ça c'est punissable de tant d'années d'emprisonnement et de tant euros d'amende. En attendant, est-ce qu'ils le font ? Est-ce qu'ils prennent cette putain de peine ? Non, parce que les juges sont pourris. » En fait, il faut souvent attendre qu'il y ait une agression physique pour que les juges et la police commencent à se dire « Ah oui, il faut faire quelque chose. » Dans énormément de cas, même juste de violence conjugale, on attend. Ah, vous avez un truc d'éloignement, votre mari, il vous menace qu'il va vous tuer. Ah, mince. Mais il vous a pas encore tué. On attend qu'il le fasse avant d'agir. Bah oui. C'est smart, hein. C'est très smart. Et là, quand je vous parle de toutes ces célébrités qui subissent du stalking, j'ai immédiatement pensé à une personne, peut-être que vous pensez à la même, Léna Situation. Léna Situation, qui elle, est victime de cyberharcèlement. Ça se trouve, elle a un stalker, je n'en sais rien. La meuf reçoit quotidiennement des menaces, des insultes, tout ça on le sait, et pourtant ça continue. Parce qu'il y a encore ces commentaires de Balaka, elle a voulu, tu sais que tu t'exposes. Depuis quand on devrait juste se dire, ah ouais, bah j'avoue, comme c'est ce qui se passe, on devrait juste l'accepter. Parce qu'il y a d'autres influenceurs qui disent, tu sais dans quoi tu t'embarques, moi je sais que je vais faire face à des critiques, je sais que je vais me faire menacer, mais c'est comme ça. Mais MDR, et parce que toi tu l'acceptes, nous on devrait l'accepter ? Non. Depuis quand il y a quelque chose qui va pas, on se dit ouais mais on sait très bien que ça va pas. Faut pas venir gueuler, bah non, je m'expose et alors je ne mérite pas d'être cyberharcelée, je ne mérite pas d'avoir un stalker, ouais elle l'a mérité, ouais mais c'est le contrat quand tu décides d'être visible et tout, t'as qu'à faire si t'as... Non, j'ai le droit d'avoir de la visibilité. Et en aucun cas, je devrais me taire et dire « Ah bah oui, c'est normal, c'est le jeu. » C'est le jeu. Bah non, en fait. Parce que c'est surtout les femmes, en plus, qui se prennent une vague de harcèlement qui est bien plus grave et bien plus forte que les hommes qui sont visibles, qui s'exposent. Les femmes, elles en prennent 2 fois plus, dans la gueule. À quel moment on devrait se dire comme ça se passe, eh ben on devrait juste l'accepter. Non, généralement, qu'il y a quelque chose qui va pas dans le monde, on décide de se battre contre cette chose. Et on a le droit, Léna Situation, elle a le droit de s'exposer, de montrer son cul si elle en a envie, de pas montrer son cul, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, elle a le droit. Pourquoi elle aurait pas le droit ? Et ensuite, elle fait face, en effet, à des critiques. Des insultes, ça fait pas partie du jeu. C'est pas normal, on devrait pas accepter ça et se dire que, oui, mais ça fait partie du deal. Non. Qui a décidé de ça ? Les mecs ? Ah, les mecs ! C'est pas normal en fait. C'est pas normal. Je pense aussi à Lucille, qui était qui est d'ailleurs une influenceuse, surtout très connue sur TikTok, qui a été stalkée pour le coup par un homme qui a fini, je crois, par blesser l'un de ses amis. Et elle a contacté la police, qui a essayé de l'aider visiblement, mais le mec, il lui est jamais rien arrivé de grave. Et elle a dû aller vivre dans un autre pays pour sa sécurité. On perd le sens commun, là. On devrait dire que c'est normal. Qu'elle subisse ça parce qu'elle a décidé de s'exposer. Personne ne mérite ça. Personne. Maintenant, on est capable de dire telle personne mérite d'être bannie de chez soi, mérite d'avoir peur dans la rue. Tu mérites ça. On devrait se battre contre ça. On devrait se battre. Dans quelle société on est et qui sont les merdes qui peuvent penser ça ? Prenez les 8 séances de psy remboursées par la sécurité sociale. Ce n'est pas possible.
d'avoir encore ce genre de mentalité. Moi, je crois qu'il faut se battre contre tout ce qui fait du mal aux femmes, tout ce qui réduit leur liberté, tout ce qui les opprime et les fait vivre dans la peur. Parce que jamais, 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 on ne devrait accepter cette réalité. Jamais.